Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième webinaire co-organisé par Centre Info et la coordination française de l'année européenne des compétences. Compétences et porteurs de projets ou de stratégies en matière de compétences, justement, vont être au cœur des débats durant une heure. Merci d'être présents aussi nombreux pour ce webinaire. À nouveau, près de 800 personnes inscrites qui vont pouvoir entendre ou réécouter ce que nos intervenants vont pouvoir dire au cours de cette heure. N'oubliez pas, vous pouvez également nous poser des questions à travers le chat qui est disponible sur la plateforme. Je récupérerai ces questions au fur et à mesure et pourrai les poser aux différents intervenants qui m'entourent à l'heure actuelle. Pour cela, je suis à nouveau avec à mes côtés Monsieur Gilles Gatto, coordinateur pour la France de l'année européenne des compétences, et Madame Marianne de Brunoff, coordinatrice adjointe de cette même année. Vous le savez maintenant, 2023 a été choisi par la Commission européenne pour être l'année européenne des compétences. Ce dispositif se terminera le 8 mai prochain, 2024, puisque nous sommes sur une année glissante. Nous allons évoquer l'actualité relative à cette année, entendre des témoignages de porteurs de projets, différents acteurs venant de ce que l'on appelle l'écosystème de la formation professionnelle, avec une agence nationale, en l'occurrence France Travail, un représentant des régions, un campus des métiers, des qualifications que l'on peut positionner dans le groupe des prestataires de formation, et enfin une entreprise, en l'occurrence Engie. Les compétences, comme vous le savez, c'est l'affaire de tous. Pour développer les compétences des personnes tout au long de leur carrière, selon différents modes, et adapter ces compétences aux enjeux des transitions. Et tout ceci dans un contexte de pénurie de personnes compétentes aux postes recherchés. Les compétences, c'est donc l'affaire de tous, mais c'est aussi une affaire de tous les jours. En pleine semaine nationale des métiers du numérique, qui a commencé ce lundi, viennent d'être publiées coup sur coup au journal officiel de l'Union européenne 2 recommandations du Conseil. L'une vise à améliorer l'enseignement des compétences et aptitudes numériques dans le domaine de l'éducation et de la formation. Pour l'autre, elle vise à dégager les principaux facteurs pour favoriser la réussite de l'éducation et de la formation numérique. Dans le but de soutenir le développement de ces compétences numériques des adultes, la première recommandation invite notamment ou encourage des partenariats publics-privés, invitant et incluant les collectivités territoriales. Nous aurons une région aujourd'hui autour du plateau, et de promouvoir également la création de coalitions locales et régionales. Je reprends les termes là, nous verrons comment tout cela sera traduit par l'Union européenne, mais en tout état de cause, le système ne s'arrête pas, l'Union européenne poursuit sa politique en matière de compétences, et c'est ce que nous allons voir au cours de cette heure. Commençons par le thème de l'actualité en cette année européenne des compétences avec les représentants de la coordination française de cette année européenne des compétences. Alors, contrairement à ce que j'ai pratiqué lors des 2 premiers webinaires, je vais commencer par Madame de Brunoff. Une première question déjà, puisque l'année a commencé donc en mai 2023. Quel est le bilan à date de cette année? Où en est-on au niveau des labellisations? Alors, comme vous le savez, l'année européenne prévoit la labellisation des événements ou des dispositifs ou des choses un peu remarquables qui se font au cours de cette année. Le bilan à date montre que la France figure comme l'un des pays ayant labellisé le plus de projets, avec l'Italie, la Belgique, l'Espagne notamment. 142 événements ou projets pendant l'AEC au jour d'aujourd'hui sur les 1780 qui ont été répertoriés par la Commission, avec des thèmes variés, transition verte, numérique, parcours professionnel, et aussi accompagnement des publics seniors, apprentissage, mobilité des apprentis, formation, lutte contre l'illettrisme. L'éventail est extrêmement large. Merci pour ce point. Monsieur Gatto,
la France a organisé un événement européen en décembre 2023. Quels ont été les points forts et quelles idées retenir de cet événement? Oui, on voulait absolument marquer cette année européenne des compétences en France par un événement de dimension européenne, mais qui associe aussi beaucoup d'acteurs de cette question des compétences en France, partenaires sociaux, pouvoirs publics, bien sûr, les ministres les plus directement en charge, mais pour montrer voilà, une mobilisation un peu de l'ensemble des acteurs et échanger sur des réalités ou des pratiques qui peuvent se faire autour de nous. On avait le commissaire européen en charge, Nicolas Schmit, qui est venu et a fait voilà, une introduction, je crois, très, très remarquée dans ce séminaire, des tables rondes où se côtoyaient le ministre allemand en charge, le ministre belge, et puis des experts qui nous ont fait des keynotes, à la fois de l'OCDE d'une part et de France Stratégie d'autre part, pour éclairer finalement un peu les tables rondes et les débats avec des éléments factuels et très concrets sur ce que sont les enjeux et les risques aussi, quelque part, autour de la compétence et des pénuries de compétences en Europe et le facteur de compétitivité que ça peut représenter. Alors, je ne vais pas vous récapituler, on va dire, tout ce qui s'est dit, évidemment. Et d'ailleurs, l'événement peut être visionné en ligne sur le site de l'année européenne des compétences, sur le site du ministère du Travail. Donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à venir le consulter. Ce que je retiens, finalement, c'est qu'il y a un sentiment qu'on est à la fois dans un sujet de long terme et que finalement cette année européenne des compétences, elle est utile pour attirer l'attention, mettre sous le projecteur cet enjeu, mais que personne ne pense qu'en une année, on aura aligné tous les acteurs, trouvé et mis en route tous les dispositifs, développé tous les moyens qui sont nécessaires. Ça, je pense que tout le monde est très lucide et très humble par rapport à ça. Le commissaire Schmit a même parlé à un moment donné pour dire, en fait, c'est pas une année des compétences dont on a besoin, c'est une décennie des compétences. Donc pour donner bien cette dimension finalement d'un enjeu de long terme et qui doit nous mobiliser pendant plusieurs années, et aussi le sentiment d'une certaine urgence à agir maintenant, parce que les tensions sont telles dans un certain nombre de métiers et de compétences que si nous n'apportons pas rapidement des solutions, l'Europe prendra du retard sur la transition écologique énergétique, prendra du retard sur le développement de l'IAG, voilà, de tout ce qui va faire le monde du travail de demain, ou même des enjeux tout simplement de santé publique dans les hôpitaux, partout. Donc il y a à la fois cette urgence, à la fois le besoin de construire dans la durée, ça c'est vraiment assez nettement ressorti. L'autre élément, c'est la nécessité de mobiliser tous les acteurs dans les territoires, bien sûr, et au plus près des territoires, les partenaires sociaux qui ont une légitimité, et tous ceux qui sont intervenus dans ces tables rondes l'ont bien réaffirmé. Et après, des grandes questions qui sont restées et qui sont adressées finalement à tout le monde, au pouvoir public, aux partenaires sociaux, à nous tous, c'est effectivement, est-ce qu'on est prêt à faire les efforts nécessaires dans ce sens-là? Est-ce que les dispositifs, on les a? En tout cas, en France, on a une très large palette. On y reviendra dans un instant, en effet, mais sur ces derrière, dispositifs nationaux. C'est comment est-ce qu'on les fait fonctionner? Sont-ils dimensionnés à la hauteur des enjeux? Et là, bon, la réponse est un peu dans la question. C'est aussi ce qui est ressorti de cet événement. Merci. Donc on voit un projet ou un dispositif qui est fait pour durer. Cette année européenne est bien basée sur le fait de donner à voir des projets qui ont été labellisés, mais bien entendu c'est quelque chose qui va durer, même s'il n'existe plus cette année européenne. Les compétences restent un sujet à l'ordre du jour et pour longtemps. Une dernière question avant de me tourner vers l'autre intervenant, avec une réponse à deux voix.
Quelles sont les perspectives donc pour la fin de cette année européenne et la suite? Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que vous attendez pour la France? On y reviendra là, mais peut-être dans un premier temps, Madame de Brunhoff, un sujet qui vous est cher et qui est l'un des domaines également de cette année européenne des compétences, la mobilité des apprenants. Quelques mots peut-être sur la dernière loi qui a traité ce sujet en France. Oui, il faut juste mentionner que la loi du 27 décembre 2023 vise à faciliter la mobilité internationale des alternants. En somme, développer un Erasmus de l'apprentissage. L'idée est que les apprentis en ont trop peu profité à cause d'un certain nombre de freins que la loi se cherche à lever en simplifiant et en allégeant la tâche des employeurs et en facilitant la conclusion de conventions de mobilité, de manière à ce que les apprentis puissent travailler dans un autre pays pour une période longue. Voilà, c'est un petit peu l'idée. J'ajouterais aussi, autre point qui est important, c'est que dans le long terme, il y a cette idée que le développement des compétences est aussi une question de justice sociale. Le commissaire Schmitt avait insisté aussi là-dessus. Sur ce point. Et c'est un point important. Voilà. Merci. Une même question, je vais dire, mais avec une réponse rapide si possible. Vous l'avez évoqué, le commissaire Nicolas Schmitt a évoqué le fait qu'une année ne suffisait pas, qu'il fallait des décennies, mais maintenant c'est à chaque État membre d'approcher tout cela. Quelles sont les priorités du travail pour la France? Les sujets, on les connaît, on les a d'ailleurs bien évoqués avec nos homologues coordinateurs des autres pays dans les réunions périodiques que nous avons avec eux. L'apprentissage, Marianne vient d'en parler, évidemment. L'emploi et la formation des seniors, on est en train de dire il faut que cette montée des compétences et adaptation des compétences concerne tout le monde et toute la population active. Donc en France, on a ce sujet particulier des seniors, une négociation interprofessionnelle vient de commencer. Donc il y a un rendez-vous à la fois de négociation et sans doute législative derrière. La formation des demandeurs d'emploi, qui reste un sujet que France Travail désormais va adresser, on en parlera dans un instant. La VAE, sur lequel il y a un nouveau dispositif, enfin en tout cas une adaptation du dispositif qui vient d'être faite, mais maintenant qu'il faut faire vivre. Le compte personnel de formation, qui est un outil formidable que nos homologues regardent avec beaucoup d'intérêt, mais dont on voit bien qu'il y a une régulation financière qui n'est pas si simple. Le conseil en évolution professionnelle, qui est aussi un outil formidable, beaucoup moins connu et qui gagne à être connu et qu'il faut aussi faire monter en compétences. La question de reconversion professionnelle, c'est aussi l'objet d'une négociation interprofessionnelle. Donc il y a beaucoup de chantiers sur la table. Et puis, on va voir, pour l'instant, on a programmé la date de ce webinaire il y a longtemps, donc on n'était pas évidemment avisé de la situation dans laquelle on est, où tout le monde attend pour savoir s'il y aura un ministre délégué ou une ministre déléguée en charge de la formation, comme c'était le cas dans le gouvernement précédent. Et voilà, est-ce qu'on sera dans une continuité ou est-ce que ce sujet sera... Voilà, comment en tout cas le nouveau gouvernement qui s'installe l'abordera et fixera peut-être ses propres priorités aussi. Merci pour ce point d'actualité, pour cette année européenne des compétences. Je me tourne maintenant vers Monsieur Hervé Joanneau. Bonjour. Vous êtes directeur du développement des compétences dans les territoires à France Travail. France Travail, donc cette nouvelle agence qui a vu le jour le 1er janvier 2024, nouvelle sans lettres. Rapidement, avant d'évoquer le sujet des compétences, y a-t-il eu une grosse transformation entre Pôle emploi, je veux dire les autres agences, et France Travail qui agit maintenant depuis un peu plus d'une semaine? Alors, je dirais il faut dissocier deux choses. France Travail, l'opérateur, effectivement, notre nom a changé, puisque voilà, l'opérateur s'appelait Pôle emploi, il s'appelle aujourd'hui France Travail.
France Travail, c'est aussi demain le réseau pour l'emploi, donc avec les autres opérateurs du CEP notamment, et l'articulation avec les régions. Et la transformation a commencé en 2023 et elle se poursuit, notamment dans sous forme de préfiguration dans un certain nombre de régions. On travaille aux côtés des conseils régionaux, mais également de nos collègues de l'APEC, de Cap Emploi, des missions locales, avec une raison d'être, je dirais, c'est que l'union fait la force, et plus, je dirais, on sera unis, plus on réussira justement cette bataille de l'emploi et cette bataille du plein emploi. Merci. Alors, maintenant, France Travail, comment développer les compétences des personnes dans toute leur carrière, selon les différents modes? Comment adapter ces compétences aux enjeux actuels? On parlait de transition numérique, on parlait de la transition verte. Comment l'offre de services de France Travail va répondre à toutes ces questions? Alors, je ferai un lien entre l'année européenne des compétences et le plan d'investissement dans les compétences. Vous le savez, en 2018, on a eu un premier plan d'investissement dans les compétences. Nous sommes partis sur un nouveau cycle de plan d'investissement dans les compétences pour les 4 années à venir, de 2024 à 2027. Et l'enjeu, déjà, c'est de permettre à chacun d'avoir des compétences minimum, des compétences de base pour pouvoir être armé pour accéder à l'emploi. Et puis c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, c'est répondre aux besoins sur les métiers en tension, les tensions sur les recrutements dans les territoires. Donc notre rôle, avec celui des régions qui ont la compétence en matière de formation, c'est de nous articuler et de permettre à chacun d'avoir le parcours de formation adapté qui va lui permettre d'aller jusqu'à l'insertion, voire jusqu'à l'emploi. Alors, peut-être par rapport à votre question, je dirais, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la nécessité, on a parlé de reconversion, de pouvoir accompagner les personnes tout au long d'un parcours. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour faire découvrir les métiers. Je pense notamment à l'immersion. C'est des outils que nous partageons avec nos collègues du réseau pour l'emploi. Nous avons également de plus en plus de formations adaptées à l'entreprise. On parle, nous, en interne, de préparation opérationnelle à l'emploi, et on va mettre les préparations opérationnelles à l'emploi à disposition de nos collègues opérateurs du CEP, mission locale, Cap Emploi et APEC, et on va également s'articuler avec la région pour que ça profite à tous les territoires, à toutes les entreprises. Je pense notamment aux très petites. Voilà, donc le but, c'est vraiment de faire profiter de tous les outils en matière de développement de compétences et d'unir nos forces. Voilà, on a la chance, j'allais dire, d'avoir une formation pour les demandeurs d'emploi de qualité en France. On a le CPF, on a les plans régionaux de formation, on a également tous les financements que France Travail permet. Donc voilà, l'union fait la force en matière de compétences. Et beaucoup de possibilités donc, pour acquérir ou maintenir ces compétences. Vous venez de l'évoquer, donc France Travail fonde une grande partie de sa stratégie et même de ses actions au niveau local. On évoque depuis quelques instants les régions. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a ici des nouveautés dans vos modes d'action pour travailler au niveau local ou même pour travailler avec des secteurs en particulier? Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il est important de savoir qu'on va de plus en plus aller vers des diagnostics partagés, puisque c'est important justement de partager ces diagnostics de besoins en compétences sur les territoires. Donc c'est tout le travail d'articulation justement avec tous les services, que ce soit les services de l'État, de la région, les observatoires quand il y en a dans les régions. Et puis c'est aussi en matière d'organisation pour France Travail, une organisation qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années. C'est une organisation où chaque directeur régional est chef de file d'une ou plusieurs, j'allais dire, grands domaines de l'économie. Vous voyez, lundi par exemple, on peut citer Pays de la Loire, qui est chef de file en matière du numérique. Et on avait lundi effectivement le lancement de la semaine des métiers du numérique, où on avait autour de la table à la fois la région, Numéum, qui est la fédération principale dans le domaine, et les autres acteurs de l'emploi. Et c'est très important qu'on puisse avoir au cœur des territoires toutes ces actions mises en œuvre.
Et peut-être pour aller plus loin, vous dire qu'on a mis en place également un cycle de semaines thématiques tout au long de l'année. Voilà, on en a aujourd'hui, je pense, pas loin d'une quinzaine. Le but, c'est vraiment d'impulser des dynamiques de communication, des dynamiques de mise en avant. Voilà. On aura par exemple en avril la semaine des métiers du soin. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour notre secteur hospitalier. Secteur hospitalier, mais également le secteur de l'aide à la personne. C'est un vrai enjeu pour notre société. Donc c'est important, je le disais tout à l'heure, de faire connaître les métiers, de développer les compétences et de faire ainsi accéder à l'emploi. Et peut-être pour rebondir sur les propos de Gilles Gâteau, dire que la formation, c'est tout au long de la vie. Et c'est pas parce qu'on est à 55, 56 ans qu'on peut pas se former. Aujourd'hui, avec le recul de l'âge à la retraite, c'est vraiment un point sur lequel on veut aussi accompagner ce public pour se former et se reconvertir au-delà, on va dire, de 50 ou 55 ans. Merci pour ces éléments. Une petite précision peut-être. Vous venez d'évoquer le fait que les directions régionales ou les directeurs, directrices régionales avaient un domaine que l'on peut qualifier ici de secteur en fait économique. Vous avez cité le numérique. Comment ça s'articule avec les autres régions? On ne vient pas se former au numérique dans les Pays de la Loire. Non. Une continuité nationale. C'est une logique d'animation. Souvent, j'allais dire, c'est parce que on va avoir une économie plus développée sur un territoire, qu'on va désigner chef de file. La direction régionale. Vous voyez, par exemple, le Grand Est est chef de file sur la métallurgie, mais c'est un rôle d'animation qu'ont les directeurs régionaux, mais ça irrigue tous les territoires. Voilà. Et alors, parfois, on n'a pas l'économie qui correspond à ce secteur d'activité dans sa région, donc on va moins être animé. La logique, c'est vraiment une logique d'animation. Et encore une fois, c'est de pouvoir mettre en place des projets, mettre en place, on va dire, toute une communication qui rejaillisse sur tout le territoire. D'accord. Je vois apparaître là une question à l'écran. Vous avez évoqué les semaines thématiques. La question est comment tout cela se manifeste au niveau de ces semaines dans les territoires. Est-ce que c'est un événement ponctuel à Paris ou à un endroit ou... Non. Alors, il y a de multiples événements dans tout, j'allais dire, sur toute la France. Je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que sur la semaine du numérique, on avait quasiment 1500 événements. Voilà, parce que ça peut être des petits ou des gros événements, mais c'est sur tout le territoire et surtout, et j'insiste, c'est avec tous les acteurs. C'est-à-dire que qu'on soit cadre, qu'on soit senior, qu'on soit jeune, le but c'est vraiment que ça vous recevez à tous tous. Les publics. Voilà. Et peut-être pour faire un peu de pub à ce site, il y a un site qui s'appelle Mes événements emploi qui est à disposition. C'est un site qu'on a mis, c'est une start-up interne et tous les acteurs peuvent inscrire leurs événements pour ces semaines sur ce site et on peut directement accéder aux événements. Voilà. Merci. Une dernière question, parce que je la trouve intéressante étant donné que pour moi, elle va également concerner la région, puisque la question suivante est, les établissements scolaires sont-ils aussi associés à ces semaines thématiques? Quel est là le... Alors je vais peut-être, alors je laisserai répondre le représentant des régions, mais alors nous au niveau scolaire aujourd'hui on développe Avenir Pro, notamment avec les lycées professionnels. Donc on a effectivement une association des lycées professionnels sur ces semaines thématiques. Ça va encore se développer. Demain. Alors, on n'a pas, j'allais dire, de lien national avec, on va dire, tout l'environnement scolaire, mais localement, ça peut se faire. Vous avez des agences France Travail qui parfois interviennent dans des lycées ou dans des collèges même, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important et ça se fait à tout âge. Il faut découvrir les métiers. Les métiers de demain, on ne les connaît pas forcément. Donc si on peut avoir un maximum de découvertes de métiers, de possibilités même de s'immerger en entreprise, c'est vraiment favorable pour les entreprises et les emplois de demain. Merci, vous faites en effet la transition, en tout cas vous permettez de la faire parce que l'information sur les métiers relève maintenant d'une mission confiée aux régions. Sans transition, donc nous allons passer à la seconde partie et seconde période de ce webinaire en partageant avec vous des témoignages et des expériences en lien avec notre sujet principal, celui des compétences.
Monsieur Emmanuel Georges Picot, vous êtes conseiller formation professionnelle, éducation, orientation et emploi à Région de France. Vous représentez aujourd'hui un acteur incontournable lorsque l'on parle de formation professionnelle et de compétences, à savoir les régions au sens d'une collectivité territoriale. Alors, une première question peut-être très généraliste. Si je vous dis région et compétences, vous me répondez quoi? Les régions, c'est naturel pour les régions, puisque les régions, comme vous l'avez rappelé, les régions ont une compétence historique sur la formation professionnelle et plus particulièrement sur la formation des demandeurs d'emploi. Donc, quand on dit formation des demandeurs d'emploi, on sait bien, et Hervé l'a bien dit, l'objectif du plein emploi que les régions partagent totalement, on le sait, ne sera atteint que par le développement des compétences, et en particulier les plus fragiles, ceux qui sont aujourd'hui les plus éloignés de l'emploi. Donc c'est clairement notre horizon, et on sait aussi que on a besoin bien sûr de répondre. Évidemment, il faut répondre aux attentes et aux besoins des entreprises qui, comme on l'a dit aussi, ont du mal à recruter et relever les défis écologiques et numériques. Donc tout ça, c'est notre contexte dans lequel on agit. Et on agit, et mon prédécesseur l'a rappelé aussi, par les pactes d'investissement dans les compétences, les pactes régionaux d'investissement dans les compétences signés par l'État et les régions. Donc là, on est à un moment charnière, puisqu'il y a eu la première saison, si je puis dire, 19-23 qui est terminée. Et maintenant, on discute encore des pactes 24-27. Donc la bonne nouvelle, c'est que je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, ils seront signés, les négociations seront terminées. Mais ce que je peux vous dire globalement, ça va être signé par les 18 régions, mais ce que je peux vous dire globalement, c'est que l'effort restera très important sur la période 2024-2027, puisqu'on aura près de 10 milliards d'euros de budget environ, donc avec une part des régions de 60% et 40% l'État. Et donc on s'inscrit dans cet effort, et donc ça relie région et compétences. Et investissement, bien sûr, parce que la région est une collectivité d'investissement. Et évidemment, il y a l'évolution majeure, il y a beaucoup d'évolutions, mais une des innovations, c'est bien sûr lié au lancement de France Travail et aux nouvelles collaborations dont a parlé Hervé juste avant. Effectivement, les préparations opérationnelles à l'emploi sur lesquelles les régions vont disposer d'un droit d'usage. Et donc, l'idée, c'est vraiment que sur le terrain, les formations puissent être remplies, qu'on règle il y a le problème du sourcing qu'on connaît tous, et donc il faut que les formations soient bien ouvertes, que les personnes y soient bien, et qu'ils puissent après bénéficier des formations pour s'élever petit à petit par des parcours. Tout ça se fait de façon... Oui. Donc on entend bien, donc les régions investissent également sur les compétences. Il y a cette articulation qui est voulue par chacun des grands acteurs, je vais les appeler comme ça, pour le développement des compétences. L'objectif final reste bien le public, ces demandeurs d'emploi, ces salariés qui ont besoin d'acquérir ces compétences ou de les maintenir pour pouvoir occuper les emplois et les métiers de demain. J'ai parlé région et compétences. Maintenant, si je vous dis région et Europe, parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir deux territoires différents, la région et l'Europe. Est-ce que les régions perçoivent ces choses, ces différences? C'est quoi l'action des régions au niveau de l'Europe? Pas du tout. Là encore, de territoires différents peut-être, mais très clairement pour nous, l'échelle régionale, c'est une échelle de renforcement et de transmission en fait de l'action européenne dans les territoires. Cette année, on est en 2024, ça fait 10 ans en fait que les régions sont autorités de gestion sur une bonne partie, sur la grande majorité des fonds européens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et donc si on le fait, en fait, si on l'a fait, c'est parce que c'était en cohérence avec nos compétences, à la fois en matière d'orientation, on en a parlé un peu avant, de formation, on vient d'en parler, développement économique, d'aide aux entreprises, et donc
Du coup, la région étant à l'interaction de toutes ces compétences est le bon échelon pour gérer les fonds européens et faire en sorte qu'ils bénéficient au territoire et donc à tous ceux qui en sont les destinataires. Donc là encore, on est sur une nouvelle programmation 21-27, 2021-2027, et aujourd'hui, on a une des nouveautés, c'est la possibilité pour 6 régions qui peuvent utiliser ce qu'on appelle le fonds de transition juste pour accompagner les territoires en reconversion industrielle. Donc ce qui passe là encore par le développement des compétences au niveau local. Alors c'est vrai, l'Europe, on va évidemment beaucoup en parler d'ici juin et même au-delà. C'est vrai que et région de France d'ailleurs aussi, puisque notre congrès 2024 aura lieu à Strasbourg fin septembre. Donc on aura l'occasion d'y retrouver très certainement un centre info. J'en profite pour faire un petit... Voilà. Mais nous y serons. Mais c'est clair que évidemment l'Europe c'est un langage particulier, on sait bien, des logiques complexes, de multiples acteurs, c'est difficile à expliquer, mais très clairement aujourd'hui, voilà, les régions... Il y a une vraie relation entre les régions et... un maillon incontournable aujourd'hui des politiques européennes et particulièrement des fonds de cohésion. Une dernière question peut-être, on l'a évoqué, cette année européenne, c'est le principe et la volonté de déposer des projets, de les faire labelliser. Plusieurs régions françaises ont obtenu ce label pour des projets qu'elles ont portés. Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples pour nous montrer et nous donner à voir ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord avec la région Centre-Val de Loire, qui a été labellisée, notamment, sur plusieurs projets, mais notamment sur un projet dont j'ai souhaité vous parler, c'est cette stratégie de mobilisation des publics vers la formation. Notamment les plus éloignés. Ça rejoint ce que je viens de dire sur les pactes, mais cette stratégie s'appuie donc sur le repérage et la remobilisation des publics, l'accompagnement socio-professionnel, la levée des freins à l'emploi. On sait bien, c'est un sujet majeur. Dans ce cadre de mobilisation des publics, la région a signé un contrat d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants fin décembre 2022. Dans lequel l'un des 7 axes était favoriser l'accès à la formation professionnelle et l'insertion professionnelle avec le programme DEFI de la région Centre-Val de Loire. Donc DEFI, c'est un programme coûts humains très très intéressant qui permet de répondre aux besoins de recrutement des entreprises avec une ingénierie de formation sur mesure de la région. Et ça permet l'intégration en emploi des candidats avec toutes les différentes étapes, la mobilisation, la sélection, ensuite l'immersion dans l'entreprise. Et puis à la fin, l'entreprise, bien sûr, s'engage à recruter le stagiaire en fin de parcours. Donc dans ce cadre-là, la région a proposé un programme défi français langue étrangère. Voilà, français langue étrangère, donc pour les primo-arrivants et il y en a un certain nombre qui ont fleuri dans les territoires sur l'insertion par l'activité économique, la logistique, l'industrie, les métiers de l'aide à domicile, l'hôtellerie. Donc voilà, une gamme très très variée, mais à chaque fois en réponse aux besoins précis et sur mesure. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. Je vous remercie tous les deux parce que nous allons avoir un changement de plateau. Merci pour vos interventions. Nous allons maintenant nous tourner et nous retrouver en duplex avec Madame Nathalie Lavore. Je vais attendre qu'elle apparaisse à l'écran. Ah, je ne vous vois pas, mais je vous entends au loin. J'espère qu'on vous voit. Voilà. Madame Lavore, donc vous êtes directrice opérationnelle au sein du campus des métiers et des qualifications, campus d'excellence pour l'industrie du futur. Ce campus est situé à Decazeville, en Ariège, dans le cluster appelé Mécanique Vallée, qui couvre des secteurs d'activité mécanique comme l'aéronautique, l'équipement auto, avec près de 200 entreprises dans cette vallée. Le lien avec les compétences est alors facile à faire. Et donc, en premier lieu, Madame Lavore, pouvez-vous nous présenter ce campus et son fonctionnement ? Merci, Monsieur Roussel. Oui, le campus des métiers et des qualifications d'excellence industrie du futur Occitanie
a tout d'abord été construit en 2017 au cœur du territoire de Mécanique Vallée. Et il est adossé au lycée La Découverte en Aveyron et pas en Ariège, sur un territoire labellisé territoire d'industrie. Il a été bâti autour de la filière mécanique, mécatronique et systèmes innovants, une filière d'activité dynamique et porteuse d'emplois, que ce soit à l'échelle du territoire, de la région Occitanie et même au plan national. Le campus des métiers et des qualifications est sous statut associatif et fédère un réseau de partenaires issus de différents horizons, que ce soit des pôles de formation du secondaire, de l'enseignement supérieur, de la formation continue, de l'apprentissage, mais aussi des entreprises, des laboratoires de recherche et des acteurs institutionnels. Le campus des métiers et des qualifications Industrie du futur agit comme un cluster de formation. C'est un facilitateur entre les différents acteurs de son écosystème qui sont engagés dans le renforcement de la filière de l'industrie du secteur de la mécanique. On a pour mission de promouvoir la découverte des métiers et l'attractivité des formations du secteur de l'industrie, de construire des parcours de réussite pour tous, de favoriser l'insertion professionnelle et l'employabilité des apprenants, et de travailler autour de projets à l'international et vie de campus. Le campus des métiers et des qualifications a été labellisé Excellence en 2020 et relabellisé Campus d'Excellence en septembre 2023 pour 5 ans. L'excellence pour un campus des métiers et des qualifications, c'est proposer une offre de formation alignée sur les besoins du marché, de favoriser l'innovation technologique et pédagogique, de faciliter en territoire des travaux de recherche et de développer l'ouverture à l'international. Voilà pour la présentation de notre campus. Cette première présentation donc du campus, de son fonctionnement, je vais réviser un peu ma géographie à la fin de ce webinaire. Une deuxième question peut-être, ce campus de l'industrie, donc on vient de l'entendre, offre une gamme de formations générales et professionnelles jusqu'au plus haut niveau, bien entendu, dans un champ d'activité que l'on peut qualifier d'avenir. Quelle est son approche européenne aujourd'hui? On est dans le cadre de cette année européenne des compétences. Comment travaillez-vous au niveau européen, si tant est qu'il en soit ainsi? En effet, le campus, en tout cas les acteurs partenaires du campus de l'industrie du futur, proposent des formations qui vont du CAP à Bac+5 dans une filière d'excellence. Et notre campus renforce le développement des compétences avec une perspective européenne en participant à plusieurs projets Erasmus+, que ce soit des projets de coopération technologique ou de mobilité. C'est tout naturellement que le campus est inscrit dans un projet depuis septembre 2022. Le campus est membre d'un consortium d'un projet COV intitulé LCamp, projet COV Erasmus+. C'est un projet sur 4 ans de grande envergure avec 20 partenaires de 10 pays. La France est représentée à la fois par le cluster Mécanique Vallée et par le CMQE Industrie du futur. LCamp, c'est une plateforme européenne de référence pour la génération de connaissances, la collaboration entre les centres de formation professionnelle, infra-bac et post-bac et les entreprises du secteur de la fabrication avancée. Ça vise vraiment à renforcer la collaboration et la mise en réseau entre les centres de formation et les entreprises qui travaillent dans le secteur de la fabrication avancée, afin de réduire les déficits en compétences dans l'industrie, et c'est un transfert de connaissances, de compétences entre les centres de formation et les entreprises. Les objectifs un petit peu stratégiques de LCamp, c'est de développer des mécanismes qui permettent de définir les compétences du futur, des parcours d'apprentissage personnalisés. Et donc pour cela, on a prévu de créer un observatoire des tendances futures axées sur la fabrication avancée, de mettre en place une communauté d'innovation ouverte, de gérer une usine d'apprentissage collaborative, de promouvoir des synergies entre les autres projets de l'Union européenne et le LCamp, et de garantir que cette plateforme sera autonome et pourra perdurer après la fin de ce projet LCamp.
Ensuite, pour ce qui concerne le volet mobilité, je voulais vous parler du dépôt du dossier de candidature à l'accréditation Erasmus+, que le campus a réalisé en octobre 2023. Accréditation Erasmus+, pour la voie professionnelle en consortium avec 8 partenaires, 7 lycées professionnels de l'Académie de Toulouse et un opérateur de la formation continue, qui est le Greta Midi-Pyrénées Nord, en vue de mobilité élèves, mais aussi stagiaires de la formation continue et personnel éducatif, qui j'espère pourront démarrer en 2024, en septembre 2024, et qui pourront aller jusqu'en 2027. Pour moi, cette accréditation, elle va permettre donc à la réalisation de stages en milieu professionnel à l'étranger, et travailler dans un environnement différent enrichit les compétences professionnelles et élargit la vision des apprenants sur leur domaine d'études. Un dernier projet pour illustrer notre approche européenne. Le campus a élaboré avec ses partenaires une semaine de découverte autour des formations et des métiers de l'industrie à Hambourg pour des élèves issus de 3 lycées qui aura lieu dans 10 jours. Les élèves vont partir avec leurs accompagnateurs à Hambourg le 5 février. Cet échange offre une opportunité d'acquérir des compétences interculturelles, mais aussi de développer l'appétence pour les langues étrangères et d'explorer le champ des possibles dans leur orientation. Donc pour le campus des métiers, l'année européenne des compétences et la labellisation de nos actions a permis une mise en lumière de ces actions qui vont s'inscrire dans la durée. Merci pour ces précisions. On voit un investissement véritablement sur le champ européen avec des partenariats avec des organismes dans d'autres pays, États membres de l'Union européenne. On entend votre projet et vous avez évoqué Erasmus+, et le fait d'obtenir cette charte et la possibilité de mettre en place de la mobilité, donc un vrai investissement européen. En quelques mots, maintenant, assez rapidement, l'année européenne valorise également, je l'ai évoqué tout à l'heure, des axes ou des domaines transversaux tels que le numérique, mais également la transition verte, la transition écologique. C'est un sujet que votre campus porte également. En quelques mots, donc, quel est ce projet qui vous amène, vous, à travailler sur cet aspect de la transition verte ? En effet, le campus travaille sur le sujet de la transition écologique et de la transition numérique. Et c'est dans ce cadre qu'en 2022, le campus Industrie du futur a été leader d'un projet Erasmus+ de coopération technologique qui s'est intitulé IET 4.0, qui fait référence aux technologies 4.0 pour accompagner la transition écologique des entreprises industrielles. Donc ce projet avait pour objectif de créer des modules de formation, mais aussi des clips vidéo qui sont accessibles gratuitement sur une plateforme. Ces modules sont destinés à la fois à des enseignants, à des formateurs, à des étudiants, à des stagiaires de la formation continue, à des salariés d'entreprise. Pour moi, favoriser le développement des compétences grâce à des supports de formation un petit peu innovants était intéressant et était vraiment un des objectifs de ce projet. Vous pourrez accéder aux ressources sur le site internet iet40.eu si vous le souhaitez. Vous pourrez vraiment vous inscrire et profiter de ces ressources en ligne. Merci beaucoup, Madame Lavore, pour ce témoignage. On le voit en effet, un campus des métiers et des qualifications qui est un organisme qui en soi existe depuis quelques années, mais parfois mal connu de la part à la fois de l'écosystème, mais également du grand public. Et il était donc très intéressant de vous entendre et surtout de voir également cet investissement sur le champ européen. Vous l'avez évoqué, donc il y a des sites qui permettent d'accéder à vos différentes présentations. Ces adresses web se retrouveront dans l'espace documentaire de ce chat. Je passe maintenant à la dernière, mais non la moindre, des témoins pour ce webinaire. En effet, nous a rejoint sur le plateau Madame Pauline Lefiblec. Vous êtes directrice compétences et formation au sein d'Engie Solutions, qui est l'organisme de formation d'Engie, que l'on ne présente plus, Engie. Engie Solutions a déposé des projets qui ont été labellisés et sur lesquels nous allons revenir.
Mais tout d'abord, peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous présenter Engie Solutions? Très bien. Bonjour déjà. Engie Solutions est un groupe industriel qui accompagne ses clients dans leur transition énergétique avec des propositions concrètes pour réduire leur consommation d'énergie et décarboner leur production avec des énergies renouvelables et locales. Nos clients sont aussi bien des industriels, des collectivités ou des entreprises tertiaires. Nous sommes 16 000 salariés avec des métiers au cœur des préoccupations actuelles. Et notre direction des ressources humaines est engagée et convaincue de l'importance d'accompagner nos salariés sur la montée en compétences, en capitalisant sur leurs compétences et en développant et en leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Notre objectif est vraiment de proposer un nouvel élan d'apprentissage avec des projets structurants. Et nous étions ravis quand on a vu que la Commission européenne dédiait son année à la mise en valeur des compétences. Merci donc pour cette présentation. On voit bien donc ce lien et notamment les métiers à la fois pour Engie, mais également l'accompagnement des structures extérieures dans l'utilisation de l'énergie procurée. Engie Solutions, donc je viens de le dire, a obtenu le label Année européenne des compétences pour 2 projets qui sont en fait des parcours de formation. En quelques mots, quels sont ces projets ? 2 projets, effectivement, qu'on pourrait dire même complémentaires. Le premier, c'était vraiment pour accompagner notre développement et faire face aussi à un marché en tension. Nous avons mobilisé un dispositif qui s'appelle le dispositif de POE, Préparation opérationnelle à l'emploi, un dispositif tripartite où on a mobilisé France Travail, on a mobilisé un partenaire, un organisme de formation et donc nous, en tant que 3e partie prenante. Nous avons créé des parcours sur mesure pour répondre à nos besoins sur des métiers tels que technicien réseau de chaleur, technicien chauffagiste, CVC par exemple, et des parcours d'environ 400 heures avec un peu moins d'un quart du temps en immersion pour permettre justement à ces demandeurs d'emploi d'avoir conscience et voir le sujet en réel au sein de nos installations. Le taux de retour à l'emploi était plutôt fort satisfaisant, on était à plus de 85%. L'année dernière, on a fait 35 recrutements via ce dispositif. Et je tiens quand même à souligner l'importance du travail de France Travail dans cette démarche sur le sourcing et son accompagnement financier pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Parce qu'en effet, vous avez utilisé des dispositifs tels que l'APO, justement, qui a été évoqué par M. Joannin. Exactement. Et ce dispositif donc rentre ensuite finalement dans le second dispositif qui a valu une labellisation. On est vraiment dans une démarche de progression de carrière, en tout cas donner du sens et de l'évolution au sein d'Engie Solutions. Et au sein de notre offre, on a ce qu'on appelle les parcours certifiants, qui sont des parcours niveau bac, reconnus par le ministère du Travail. Et alors en interne, on appelle ça PACT, parcours d'accompagnement certifiant du technicien. Et ces personnes, donc une fois, quelques temps après leur embauche, ont pu continuer leur apprentissage et leur montée en compétences en intégrant ces parcours certifiants. C'est environ 200 heures en alternance avec du coaching individuel, de la pratique, de la théorie et puis à la fin un oral. Ces parcours évoluent sans cesse chaque année pour vraiment être au cœur des besoins et répondre à nos enjeux. En 2023, on a initié une centaine de parcours et depuis 2021, plus de 300 salariés ont bénéficié d'un parcours certifiant et ont été diplômés. Merci. Je reviens vers vous, mais ne bougez pas parce que vous évoquez le fait d'accompagner ces personnes, de créer des dispositifs adaptés à la fois aux besoins de l'entreprise, aux besoins en compétences. Je vais me tourner vers la coordination française pour avoir peut-être une réaction, parce qu'une question là apparaît et je fais le lien donc entre les deux témoignages. Comment expliquer la persistance du niveau de chômage actuel malgré tous les efforts sur les dispositifs mis en œuvre et comment rendre plus attractifs ces métiers en tension, ce dont vient d'évoquer Madame Le Fiblec, au-delà d'actions d'information et de promotion des métiers tels que ça a été annoncé à travers des semaines créées par France Travail. Comment expliquer ce gap qui existe toujours ? Alors, il n'y a pas une explication. S'il n'y en avait qu'une, ma foi, je pense qu'on aurait depuis longtemps mis en face des solutions. C'est souvent une multiplicité de facteurs, certaines qui tiennent à l'attractivité de certains métiers ou à l'attractivité de certaines entreprises ou à l'attractivité de certains territoires.
d'autres qui tiennent à la disponibilité finalement des qualifications que l'on recherche ou de l'offre de formation qui va permettre de développer ces qualifications. On a d'autres qui peuvent tenir à d'autres phénomènes. On a parlé des seniors tout à l'heure. On voit bien qu'il y a aussi d'autres freins qui peuvent agir dans le choix des candidats et l'acte des recrutements. Moi, ce que j'observe, et je trouve très remarquable l'exemple qui nous est présenté par Engie, c'est que là où les acteurs se mettent ensemble pour construire autour d'une problématique donnée des réponses un peu globales qui prennent en compte les personnes, depuis le sourcing jusqu'à l'accompagnement, formation, laquelle formation repose en réalité beaucoup sur des mises en situation de travail aussi, des reconnaissances de validation d'acquis. Finalement, on trouve des solutions. Et on dit qu'il y a énormément de tensions sur le marché du travail, c'est vrai. C'est beaucoup d'énergie déployée et parfois des renoncements de la part de certaines entreprises qui ne trouvent pas et renoncent finalement à embaucher ou trouvent d'autres types de solutions. Mais dans une majorité de cas, on va quand même aboutir à la solution en allant chercher là où peut-être spontanément les choses ne sont pas venues comme on les attendait, mais où il faut les construire. Donc je reste moi optimiste sur la réponse, et en tout cas elle se construit, je dirais presque au cas par cas, ou en tout cas avec les acteurs directement concernés. Je suis moins friand des grands dispositifs verticaux qui se comptent en dizaines de milliers de places de stage de ceci ou de cela. On voit bien que c'est pas vraiment ça dont on a besoin. Merci pour... oui. Pour ajouter un point, ce qui est aussi très intéressant dans ce qui a été évoqué, c'est l'effort qui est fait dès le niveau bac et à des niveaux de qualification qui ne sont pas élevés. Parce que le gap qu'on a noté, et c'est valable dans tous les pays de l'Europe, dans nos réunions de coordinateurs, on le notait, c'est cette difficulté des moins qualifiés à entamer une formation. Et donc, en prenant les choses, niveau campus des métiers, niveau, comme vous le dites, niveau bac, etc., on arrive, je pense, à créer une dynamique aussi plus forte. Merci pour cette précision. Je me retourne vers vous, donc Madame Le Fiblec, puisque les questions arrivent, vous vous attirez, et notamment, j'en vois une, là, le taux de retour à l'emploi annoncé, mesuré de 80 à 85%, correspond-il vraiment à des emplois pérennes ? Oui, effectivement. C'est des CDI quand on parle de taux de retour à l'emploi. Et s'il y a dedans un CDD ou deux, c'est parce que c'est la personne qui souhaitait ne pas s'engager dans un premier temps dans un contrat à longue durée. Donc ça m'amène à la troisième question. C'est quoi la suite pour ces deux projets ? Y a-t-il des perspectives et peut-être des possibilités pour les personnes qui nous écoutent de candidater, de se retrouver un jour chez Engie ? Donc 2024, nous continuons, j'ai même envie de dire nous allons accélérer, et avec un premier trimestre qui est quand même au cœur de l'actualité. Début mars, nous lançons, nous remobilisons le dispositif de POE, et cette fois on lance en simultané des POE à Lille, Paris et Marseille, avec un objectif d'une quarantaine de recrutements. Donc ça, c'est pour le premier dispositif. Et sur le deuxième dispositif, donc on parlait des parcours certifiants qu'on voulait lancer. Début février, nous avons notre journée de lancement des parcours de 70 parcours, 70 salariés qui vont commencer un nouveau parcours. La moitié seront des parcours certifiants. L'autre moitié seront ce qu'on appelle le parcours vert, un parcours dédié aux énergies renouvelables, alors qui n'est pas encore certifié, mais nous espérons un jour et prochainement. En tout cas, nous sommes convaincus qu'il est innovant et qu'il répond aux besoins. Et en tout cas, aujourd'hui, il est labellisé Engie Solutions. Et notre souhait est vraiment de continuer dans cette démarche de progression de carrière pour décloisonner les métiers et donner des possibilités d'évolution à nos salariés au sein d'Engie Solutions. Sans oublier, en 2024, notre souhait également de féminiser les métiers.
Merci pour ce témoignage rempli d'espoir aussi pour ceux qui nous écoutent et qui espèrent à la fois bénéficier de formation, à la fois acquérir des compétences pour répondre à des métiers de demain. Vous venez d'évoquer cette transition verte et cette approche verte des métiers et des emplois chez Engie. Donc ça existe, les recrutements, les formations pour acquérir les compétences de demain. Merci pour votre témoignage. Je me tourne maintenant vers Madame Pascale Romanteau. Vous êtes la directrice générale de Centre Info, donc vous êtes ma directrice. Centre Info a décidé d'agir en partenariat avec la coordination française de l'année européenne des compétences. Comment Centre Info s'associe-t-il véritablement à ce thème des compétences? Mais je dirais que tout simplement, Centre Info a été embarqué, si vous permettez l'expression, vous dire complètement embarqué effectivement dans cette année européenne des compétences, et depuis le tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu la chance de participer à la dernière université d'hiver de la formation professionnelle en janvier 2023 à Cannes, le commissaire européen Nicolas Schmit était venu finalement présenter un peu le dispositif, etc., ses contours, et je dirais surtout son ambition. Et effectivement, depuis ce moment-là, effectivement, on a cessé, effectivement, nous, Centre Info, de suivre un peu la démarche, de l'accompagner et de la faire croître, embellir, si vous me permettez l'expression. On a participé notamment au fil des séminaires, des webinaires, excusez-moi, on a vu effectivement voir arriver les acteurs qui aujourd'hui portent les sujets. Ils ont été de tous horizons et de tout type, si je puis dire. Il y a eu les régions, on s'y attendait pas, il y a eu des entreprises directement, il y a eu les membres de l'écosystème de la formation professionnelle, enfin chacun effectivement, et y compris des gens ou des structures auxquelles on n'avait pas pensé, se sont emparés de ce label et ont essayé effectivement de faire croître le sujet. Et je crois que une des vraies valeurs ajoutées effectivement de cette année européenne des compétences, c'est d'avoir pu faire émerger comme ça, d'avoir pu faire se fédérer des initiatives pour que comme ça il y ait tant de projets labellisés. Si on regarde sur le site au niveau européen tous les projets labellisés, la carte est impressionnante. Elle est assez dense, voire très dense, et surtout, elle n'exclut aucun territoire. Un peu partout comme ça, même dans un endroit assez reculé, si vous me permettez l'expression, on voit quand même qu'il y a eu des projets labellisés, que c'est un petit, grand ou moyen. Et Centre Info, donc depuis cette première annonce du commissaire européen, n'a cessé, notamment au travers de ces webinaires, d'accompagner le sujet. Et elle a suivi effectivement tous ces projets qui, dans tous les paysages, dans tous les territoires, effectivement, se multipliaient. De ce point de vue, je pense que l'initiative de l'Europe est parfaitement atteinte. C'est une belle réussite et je crois qu'il faudra le souligner comme tel. L'institution européenne a joué un rôle de facilitateur. Je pense vraiment, effectivement, elle a permis effectivement à des gens de s'ouvrir. Elle a aussi joué un rôle de catalyseur. Elle a fait émerger des projets, etc., ce qui n'était pas gagné au départ. Et d'ailleurs, je suis certain qu'au-delà de cette année, effectivement, les travaux de l'Europe sur les compétences, vous l'avez vous-même dit, vont se poursuivre. Et c'est sûr que l'Europe jamais ne désertera ce thème. C'est un thème qui lui est cher et qu'elle continuera de porter, même si là, en 2023, elle a fait un focus particulier qui a permis, effectivement, toutes ces énergies. Comme je le disais au tout début de mon intervention, Centre Info est depuis toujours effectivement associé à cette opération et elle entend bien l'accompagner jusqu'à son terme. Formellement, l'année européenne de compétences, vous l'avez dit Régis, elle était sur l'année civile 2023. Mais elle a eu un petit peu de problème au démarrage, c'est pas parti exactement au 1er janvier. Elle a commencé formellement à la Cité des métiers de Bruxelles en mai 2023. Et nous, on entend bien effectivement la poursuivre jusqu'à son terme, et c'était jusqu'au printemps 2024. Grosso modo. Et justement, pour célébrer un peu cette initiative et tout ce qu'elle a fait émerger, son succès, et donner à voir tout ce qu'elle a su faire émerger, Centre Info va organiser, en partenariat avec la Cité des métiers de France, de la Cité des sciences, Univers Sciences, un événement qui viendra conclure formellement à date, si je puis dire cette fois ça, l'année européenne des compétences. On a déjà la date, ce sera le 23 et 24 avril prochain à la Cité des sciences de l'industrie en partenariat avec la Cité des métiers. Donc si je puis dire un save the date, déjà, petite note subliminale, notez ça, 23 et 24 avril prochain. Pour l'instant, il a un joli titre, notre événement. Je pense qu'il sera amené à bouger un petit peu parce qu'il est un peu long. Mais il a un joli titre, je préfère vous le donner. Le printemps des compétences pour les métiers à venir. C'est pas évident à se souvenir, mais je pense que ça contient à peu près tout ce qu'on veut voir porter et montrer.
parce que justement, ce ne sera pas forcément quelque chose de très institutionnel, ce sera un véritable village des compétences. Il donnera à voir les métiers d'avenir, les compétences qui sont nécessaires pour les exercer et les formations qui permettent d'avoir ces compétences. Ce sera une espèce de tout en un, si vous permettez l'expression. Il sera également l'occasion de souligner l'implication du coordonnateur national et de son adjointe. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous deux, effectivement, puisque c'est un peu grâce à vous et au soutien du ministère, effectivement, qu'on a pu, au fil de tous ces mois, effectivement, faire en sorte que le projet soit porté et qu'il permette, comme ça, effectivement, de voir émerger beaucoup de sujets. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que la France, et comme d'autres, d'ailleurs, mais enfin, la France notamment, est au rendez-vous. Nous aurons d'autres occasions d'en parler, mais déjà, effectivement, encore une fois, notez la date, notez l'objet, notez l'ambition de cette belle manifestation. Puisque j'en suis à faire la promotion des manifestations de Centre Info, il y en a une autre manifestation qui va à nouveau parler de compétences, parce que depuis toujours, elle parle de compétences, etc. C'est l'Université d'hiver de la formation professionnelle. Elle avait eu lieu en janvier 2023. Elle aura lieu en janvier 2025. Voilà. Là aussi, on a les dates. C'est comme en 2023, du 22 au 24 janvier. Donc on parlera aussi de compétences, on parlera d'Europe bien sûr, on parlera de métiers d'avenir. Et comme la fois précédente, elle se donnera dans le magnifique, je ne sais pas s'il est magnifique, en tout cas il est célèbre, le célèbre palais des festivals de Cannes. Merci pour ces propos et ces annonces. Cette journée, bien entendu, des 23 et 24 avril prochains, ces journées donneront également à voir des projets qui ont été labellisés pour les valoriser aux côtés de ce que vous avez. Tout à fait, dans ce que j'appelle le village des compétences, et ça, parmi les projets qui seront présentés, il y aura peut-être des non labellisés, mais surtout et massivement des projets labellisés. Certains qu'on connaît déjà, d'autres qu'on va essayer de faire émerger effectivement d'ici là, quoi. J'imagine bien que NJ pourrait avoir une jolie place, par exemple. À n'en pas douter. Avec plaisir. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Je vais vous laisser les mots de conclusion, Monsieur Gâteau, Madame de Brunhoff, pour cette manifestation donc, qui se termine, ce webinaire. On a entendu encore une fois beaucoup de témoignages riches, variés. C'est quoi la suite maintenant ? Alors, d'abord, merci Régis et puis merci Pascal. On apprécie que le Centre Info ait été effectivement depuis le début très, très mobilisé pour faire connaître les initiatives autour de cette année européenne. Elle ne se terminera que le 9 mai 2024, où une autre année européenne prendra la suite autour d'un autre grand enjeu pour l'Europe. Voilà, nous on a encore beaucoup d'idées sur ce que l'on peut faire pour rendre utile ces 3 mois qui restent de l'année européenne. Bon, ça vous a pas échappé qu'il y a un petit moment de suspension là du côté ministériel pour savoir un peu voilà comment ces initiatives qui pourraient être prises dans les 3 mois qui viennent le seront. Donc je ne veux pas trop m'avancer en lieu et place de ceux qui peut-être demain se saisiront à nouveau de ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez dit et on l'a montré, je pense au fil de ces webinaires, par moult témoignages, il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés, impliqués. C'est parfois une complexité, cette multiplication des acteurs dans ce champ notamment de la formation et de l'orientation. Parfois, on a un peu de mal à s'y retrouver quand on est soi-même voilà, en quête de reconversion, de formation, d'évolution professionnelle ou en recherche d'emploi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi une richesse. Dans le fond, ça montre aussi que les différentes parties prenantes dans le monde économique, dans le monde de la formation, dans le monde de l'éducation, et on a vu là un exemple avec le campus vraiment très, très valorisant de la façon dont l'éducation nationale peut s'impliquer sur ces sujets. Bien sûr, les opérateurs comme l'APEC et son très, très grand frère France Travail peuvent agir. Donc il faut plutôt voir voilà, le côté de cette mobilisation qui, bien sûr, devra se poursuivre, d'implication de tous les acteurs qui ont chacun leur légitimité, les régions, les partenaires sociaux,
l'État, les entreprises, les opérateurs. Et par contre, bien sûr, la volonté d'améliorer ce qui doit l'être dans l'efficacité de la coordination de tout ça, dans des outils qu'on a développés et dont on est très fier, mais qui parfois peuvent encore être améliorés, et puis dans des sujets qui restent, on peut le dire aussi dans ce webinaire, qui restent un peu en point d'interrogation au terme de cette année européenne des compétences. Il y a un des 4 objectifs de cette année européenne des compétences tel qu'il avait été fixé par les États membres et la Commission était attirer au sein de l'Union européenne les compétences dont elle a besoin venues de pays tiers. Eh ben, on est un peu dans l'actualité franco-française, mais on voit bien que c'est des sujets qui sont très compliqués chez nous à aborder avec assez de sérénité et de pragmatisme. Mais bon, voilà, donc il reste des sujets sur les compétences sur lesquels on a besoin sans doute encore de travailler et d'avancer. Et pendant de nombreux mois. Alors, en complément de ce que vient de dire Gilles, la présidence belge organise à Val-Duchesse le 31 janvier un sommet des partenaires sociaux européens et dans les sujets qui vont être abordés, la question des compétences occupera une place très importante. Donc cette mobilisation que tu as mentionnée de l'ensemble des partenaires, elle repose aussi sur celle des partenaires sociaux de manière à favoriser cette acquisition des compétences, notamment grâce au dialogue social au niveau européen. Merci. Je vois que l'on a dépassé un peu le temps qui nous était imparti, mais vous l'avez rappelé, les compétences, c'est un sujet qui va rester pour de nombreuses années encore. Un petit rappel quand même, l'objectif, comme vous l'avez dit, de cette année européenne des compétences est d'inviter des acteurs du champ formation professionnelle à développer des projets, à les déposer sur la plateforme. Vous l'avez indiqué, l'année n'est pas terminée, donc vous pouvez toujours déposer vos projets et n'hésitez pas à montrer tous les savoir-faire des acteurs français dans le champ de la formation professionnelle. Je remercie l'ensemble des intervenants et bien entendu Monsieur Gâteau et Madame de Brunoff pour m'avoir accompagné au cours de cette heure entière. Merci à vous pour votre écoute, votre participation et je vous dis à très bientôt.
Thank you.